j'espère que vous m'entendez bien, je vais vous parler donc de l'héritage littéraire de Dracula. J'aurais souhaité évidemment parler de l'héritage de Dracula tout court, mais ça aurait inclus le cinéma, et ça nous aurait emmené très très loin, parce que le cinéma est peut-être plus riche encore que l'apport littéraire du roman. Alors, le thème du vampire en littérature, tout comme au cinéma, n'aurait sans doute pas eu l'essor prodigieux qu'on lui connaît aujourd'hui si Bram Stoker n'avait publié son Dracula en 1897. Alors, contrairement à une idée parfois reçue, que j'ai entendu prononcer ça et là, Dracula n'est pas le premier roman sur le vampire. Le tout premier récit en prose sur le vampire, c'est le Polidori, et c'est en 1819. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une très grande distance entre le premier récit de vampire et Dracula. Et il faut dire que pendant le 19e siècle, il y a eu énormément de nouvelles, c'est surtout des nouvelles, quelques romans sur le thème du vampire. Je pense en particulier à La Morte amoureuse de Gautier, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je pense au Carmilla de Le Fanu et de bien d'autres récits de ce genre. Mais c'est Dracula qui a créé véritablement le mythe moderne. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui pour parler de Dracula et de Bram Stoker, c'est grâce à ce roman. C'est vraiment ce roman qui a été la première pierre dans ce mythe moderne qui, à l'heure actuelle, a connu un succès absolument formidable. Je pense en particulier à la série Twilight, dont nous aurons peut-être l'occasion de parler au moment de la discussion. Donc c'est le personnage inspiré du roman de Stoker qui a servi de modèle à la plupart des vampires du XXe siècle. Et c'est donc de cet héritage que je viens vous parler aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne parlerai pas du cinéma, car compte tenu du temps qui m'est imparti, cela m'entraînerait trop loin. Je me contenterai d'évoquer évidemment quelques-uns des films clés qui ont permis le développement du mythe, mais je parlerai surtout des romans et des nouvelles. Donc, je me contenterai d'évoquer quelques-unes des centaines de romans et de nouvelles qui ont été plus ou moins inspirés du Dracula de Stoker. Là aussi, je ne pourrais pas être totalement exhaustif parce qu'on y sera encore à 8 heures du soir à parler de tous ces romans et de toutes ces nouvelles, dont beaucoup d'ailleurs n'ont pas une très grande valeur littéraire, il faut le dire. Alors, l'héritage littéraire de Bram Stoker peut se subdiviser en deux catégories très distinctes. On trouve en effet d'une part tous les romans qui ont été plus ou moins inspirés par Dracula du début du XXe siècle jusqu'à nos jours, il y en a beaucoup, il y en a des milliers. Et d'autre part, les romans et les nouvelles qui font revivre le personnage de Dracula et qui l'entraînent vers de nouvelles aventures. Parce que dans le roman, Bram Stoker nous dit que Dracula s'est volatilisé en poussière, donc il n'existe plus. Mais la littérature du XXe siècle l'a fait revivre bien souvent en utilisant des subterfuges plus ou moins habiles dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors je vais commencer par parler des romans et des nouvelles qui ont été influencés par Dracula, et il y en a beaucoup. Alors, dès sa publication en 1897, le roman de Stoker a inspiré des nouvelles, en particulier en Grande-Bretagne. C'est surtout en Grande-Bretagne que l'élan a été d'abord fait. Les vampires qui sont représentés sont comme Dracula, des étrangers qui habitent dans des châteaux isolés et qui ont un statut aristocratique. On leur donne volontiers le titre de comte et de comtesse, ce qui est tout à fait normal, comme la comtesse Sarah dans The Tomb of Sarah de Loring en 1900, ou le comte Magnus de la Gardie dans Count Magnus de M.R. James en 1904. Aux États-Unis, c'est essentiellement grâce au cinéma que le personnage de Dracula est devenu populaire. Après la sortie du Dracula de Todd Browning en 1929, des dizaines d'histoires de vampires ont été publiées
dans ce qu'on appelle les pulps. Les pulps, c'était des magazines à bon marché qui étaient faits à partir de papier de mauvaise qualité, donc d'où le surnom de pulps. Et c'est dans ces pulps que se développe toute cette littérature où l'on voit des personnages qui ne s'appellent pas Dracula, mais qui ressemblent comme des frères jumeaux aux personnages de Stoker. Alors, certaines de ces nouvelles utilisent le nom de Dracula dans leur titre sans même évoquer le personnage. Le personnage est totalement absent, mais c'est une espèce de procédé de marketing. Dracula, ça fait vendre. Alors, par exemple, dans Another Dracula, c'est-à-dire un autre Dracula, de Ralph Milne Farley, publié en 1930, le personnage principal n'est absolument pas Dracula, mais un certain Pierre Larousse, qui n'a rien à voir avec le dictionnaire, et que l'on prend à tort pour un vampire. Ce n'est même pas un vrai vampire. Même remarque pour la nouvelle de Ruston Shields, Little Miss Dracula, en 1938, dont l'héroïne est vampire, n'a aucun lien de parenté avec le conte, mais, une fois de plus, le nom Dracula fait vendre et attire immédiatement l'attention. Les protagonistes de la plupart des nouvelles américaines et anglaises de cette époque, inspirés du héros de Stoker, ont de préférence des noms roumains, slaves ou germaniques, comme, alors je vous donne quelques exemples, le baron Alexis Ziska dans Le Vampire de Sidney Rowler en 1930, le baron Franz von Kralitz dans The Secret of Kralitz de Henry Kuttner en 1936, ou encore le vampire Ludwig von Kaldenstein dans The Vampire of Kaldenstein en 1938 de Frederick Coates. Tous ces aristocrates vampires, au nom étranger, sont dépeints comme des personnages maléfiques, à l'instar de Dracula, et ils reçoivent toujours, à la fin du récit, le châtiment qu'ils méritent. C'est donc très moral, comme l'était le roman de Stoker. Il se situe aux antipodes des vampires contemporains qui vous sont sans doute plus familiers, comme Lestat de Lyoncourt, le personnage préféré d'Anne Rice, ou encore d'Edward Cullen, le héros de Twilight. Pour le public américain de l'entre-deux-guerres, Dracula et ses semblables symbolisaient tout ce qu'ils détestaient. Dans une période de crise économique, il ne faut pas oublier que le Dracula de Todd Browning, le film de Todd Browning, Dracula, est sorti en 1930, c'est-à-dire un an après l'effondrement des cours de Wall Street, donc en pleine crise économique. Donc, dans une période de crise économique, et nous sommes bien placés pour savoir ce que c'est à l'heure actuelle, et de chômage, les étrangers sont souvent des boucs émissaires très commodes. Si tout va mal, c'est la faute des étrangers. Et donc, l'accent hongrois de Bela Lugosi, l'interprète de Dracula au cinéma, était, aux yeux des Américains, une circonstance aggravante à cette époque, et ce n'est pas un hasard si le film de Todd Browning est sorti donc un an après la chute de Wall Street. Mais je ne sais pas si vous avez vu le film en version originale, mais on entendait par exemple Bela Lugosi dire « I never drink wine. I never drink wine ». Donc les personnages Dracula représente pour les Américains ce qu'il y a de plus détestable à l'époque. Donc, il symbolise aussi deux périls qui menacent la Pax Americana, à savoir le fascisme venu d'Allemagne et d'Italie et le communisme venu de Russie. Donc, c'est certainement pas un hasard si beaucoup des vampires de cette époque ont des noms allemands ou russes. Il est intéressant de rappeler que lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, on a distribué gratuitement des exemplaires de Dracula en livre de poche aux soldats américains qui partaient combattre en Europe pour, en quelque sorte, stimuler leur ardeur guerrière. Donc, aller sur le front, dans le Pacifique comme en Europe, eh bien, c'était tuer Dracula. Lorsque
Cette conception s'est d'ailleurs prolongée pendant la période de la guerre froide, où cette fois-ci, les vampires étaient souvent assimilés à des envahisseurs venus d'Union soviétique. Donc c'était la cinquième colonne qui venait menacer l'ordre mondial et qui, donc Dracula était en quelque sorte, d'ailleurs il venait de Roumanie, et comme la Roumanie était tombée sous le joug soviétique, eh bien c'était tout à fait cette image était tout à fait prégnante. En Europe, le personnage de Dracula était relativement peu connu, en dehors des amateurs de cinéma fantastique qui avaient vu les films de Lugosi, mais en 1958, grâce à la firme Hammer de Londres, on a donné brusquement une vie nouvelle au personnage grâce au film de Terence Fisher, Le cauchemar de Dracula, avec Christopher Lee. Alors, les films où Christopher Lee a incarné le comte ont inspiré à leur tour des dizaines de romans de vampires, notamment en Allemagne, en Angleterre et à un moindre degré en France. Le vampire, peu à peu, a subi une transformation, ça s'est fait au cours des années. Il est devenu un peu plus humain et beaucoup moins négatif. À la différence de Bela Lugosi, qui avait fait de Dracula un personnage sinistre et inquiétant, Christopher Lee était, aux yeux du public féminin surtout, à la fois élégant et séducteur. Donc c'est véritablement l'image du Don Juan, un peu inquiétant quand même, mais Don Juan malgré tout. Le cinéma des années 70 a donné de nouveaux visages à Dracula. Je suis quand même obligé de parler du cinéma, parce qu'on ne peut pas en faire économie, avec des acteurs de plus en plus jeunes et de plus en plus séduisants, comme Louis Jourdan, par exemple, dans Le Comte Dracula, un téléfilm de Philippe Saville en 1978, Frank Langella dans le Dracula de John Badham en 1979, et à George Hamilton dans Le Vampire de ces dames, alors le titre est assez révélateur, de Sam Dragotti en 1979. Alors cette représentation de Dracula a eu évidemment une influence dans la littérature. Les nouveaux vampires, bien loin d'être des vieillards aux cheveux blancs, comme dans le roman de Stoker, sont jeunes et beaux et séduisants. Ils n'incarnent plus systématiquement le mal, et ce qui est important, c'est qu'ils ne craignent même plus les symboles du christianisme. Les hosties consacrées ne font rien, l'abus d'un crucifix ne les fait pas reculer. Donc il y a une laïcisation, en quelque sorte, de l'image de Dracula, et en même temps, Dracula devient de plus en plus humain. Dracula et ses semblables, bien sûr. C'est le cas notamment, cette humanisation, on la trouve dans le cas de 3 vampires qui arrivent à Lisbonne, dans Les Vampires de l'Alfama de Pierre Cast en 1975, et surtout de Louis, de Louis et de Lestat, les deux héros d'Entretien avec un vampire, d'Anne Rice en 1976, ainsi que du comte de Saint-Germain, le sémillant vampire, héros d'une série de 30 romans de Chelsea Queen Yarborough, commencé en 1978 et qui continue encore aujourd'hui. Alors certainement c'est un personnage que vous ne connaissez pas, parce que sur la trentaine de romans, 2 seulement ont été traduits au français. Anne Rice, en faisant de ces vampires des êtres à la fois attachants, séduisants et pathétiques, il y a aussi cette dimension tragique du personnage, auquel elle donne librement la parole, a inauguré une conception du vampirisme qui est l'exacte antithèse de celle de Bram Stoker. À la fin des années 70, on pouvait penser que le pauvre Dracula était devenu une sorte d'anachronisme, un objet de musée, et qu'il allait disparaître comme bien d'autres personnages ont pu disparaître. C'était sans compter sur le cinéma, qui, une fois de plus, allait de nouveau braquer les feux de la rampe sur lui dans les années 90. Le film de Coppola, tourné en 1992, a donné de Dracula une image totalement nouvelle,
Faisons de lui un personnage ambivalent, tantôt vieillard maniéré, tantôt jeune dandy, tantôt monstre bestial, tantôt amoureux transi. Donc ces 4 personnages, on les trouve illustrés d'ailleurs physiquement par des présentations très différentes et joués par le même acteur, ce qui est véritablement un exploit. En rajeunissant ainsi le personnage, Coppola l'a remis à la mode et l'a rendu conforme au nouveau canon de l'esthétique vampirique. Le film a suscité d'abondante littérature sur laquelle je reviendrai dans la seconde partie de cet exposé. Aujourd'hui, alors que nous venons d'entamer la 2e décennie du XXIe siècle, qu'en est-il de l'héritage de Dracula? Il est certain que sur le plan cinématographique, cet héritage est toujours vivant. Je crois que l'an dernier, 2 films ont paru sur Dracula, dont Dracula 3D de Dario Argento, si vous voulez voir. Donc Dracula, ça marche très bien au cinéma, ça continue à marcher très bien au cinéma. Le personnage, en littérature en revanche, les vampires façon Dracula ne font plus vraiment recette, hein, ils ne sont plus vraiment au goût du jour, avec la véritable explosion que constitue actuellement ce qu'on appelle la Big. Les vampires appartiennent au monde moderne, ils vivent dans les grandes cités, ils conduisent des voitures de sport, ils utilisent des portables, ils adorent le rock, ils sont devenus souvent très sympathiques, voire totalement inoffensifs. On peut se demander si Edward Cullen, qui ne boit plus de sang humain, qui ne craint plus la lumière du jour, qui n'a pas une once de méchanceté, on peut se demander si c'est encore un vampire. Moi, personnellement, j'en doute. Dans cette littérature lénifiante et aseptisée, je vais peut-être m'attirer le coup de foudre, hein, mais dans cette littérature lénifiante et aseptisée qui plaît surtout aux adolescents, excusez-moi, il y en a quelques-uns parmi nous, il n'y a plus de place pour les véritables seigneurs de la nuit, seigneurs avec un A, bien sûr, les cruels prédateurs que nous aimions tant. Pourtant, Dracula, seule exception à la règle, survit contre vent et marée, car il y a encore des auteurs qui le font revivre dans des nouvelles aventures, et ce sera là ma transition vers la 2e partie de cet exposé, c'est-à-dire les romans et les nouvelles qui font revivre Dracula. Alors, en dehors du roman de Stoker, publié en 1897, constamment réédité et traduit dans les principales langues du monde entier, et de L'invité Dracula, nouvelle publiée à titre posthume en 1914 par la veuve de l'auteur, le personnage de Dracula n'a pas été réutilisé par d'autres auteurs pendant les premières décennies du XXe siècle. Il faut en effet attendre 1943 pour que paraisse sous la plume de l'américain Manny Wade Wellman une nouvelle intitulée The Devil is not mocked, traduite en français sous le titre On ne raille pas le diable, où, alors le comte est remis au bout du jour, le comte extermine une compagnie d'officiers nazis. Avant ce texte, à ma connaissance, le seul récit mettant Dracula en scène, qui ne soit pas dû à la plume de Stoker, est un roman, Kassigli Voïvoda, je ne permets pas la prononciation, qui est un roman turc publié en 1928 par un certain Ali Riga Seyfi, et qui n'est autre qu'une adaptation pirate de Dracula, qui se passe à Istanbul et non plus à Londres. Cet étrange éclipse du personnage de Stoker, parce qu'entre 1897 et 1943, il s'est quand même passé beaucoup de temps, cet étrange éclipse du personnage de Stoker en littérature est d'autant plus surprenant que Dracula est extrêmement populaire aux États-Unis grâce aux pièces de théâtre et surtout grâce aux nombreux films tournés à Hollywood pendant l'entre-deux-guerres. Alors, il y a une explication, c'est qu'après la mort de l'auteur en 1912, sa veuve, Florence, était naturellement détentrice des droits d'auteur du roman, et si elle n'avait pas réagi à la publication du roman turc, en revanche, dont elle n'avait probablement pas eu connaissance, en revanche, lorsque le cinéaste allemand Friedrich Murnau avait, sans demander son avis, adapté pour l'écran le roman de Stoker sous le titre de Nosferatu,
Eh bien, Florence Stoker avait intenté un procès à la firme berlinoise Pranger Film, qui avait produit le film. Elle voulait faire interdire le film et elle a réussi. Les droits d'adaptation, on a ordonné la destruction du film, fort heureusement pour nous, rédacteurs. Quelques copies ont échappé au massacre et maintenant on peut revoir en version masterisée, le film de Murnau est véritablement un chef-d'œuvre du cinéma vampire. Les droits d'adaptation à l'écran ont cessé de faire problème lorsque Florence Stoker les a vendus à Todd Browning en 1930. En revanche, en littérature, elle était toujours propriétaire des droits, et ce n'est qu'après sa mort en 1937 que le personnage de Dracula est entré dans le domaine public. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait donc plus d'obstacle légal pour faire revivre Dracula. Pourtant, dans les rares nouvelles qu'ils mettent en scène, dans les toutes premières décennies, Dracula n'est pas mentionné sous son nom, on l'appelle simplement le comte, comme dans Bois mon sang de Richard Matheson en 1951, ou dans Funérailles du même auteur. On dit le comte, on ne dit pas Dracula. Ce n'est qu'après la sortie du film de Terence Fisher, Le cauchemar de Dracula, en 1958, avec Christopher Lee, que le personnage apparaît désormais sous son nom dans un grand nombre de romans. Alors, je n'insisterai pas évidemment sur les romans qui ne sont que des novélisations de films, et je passerai très vite sur les romans qui comportent le nom de Dracula dans leur titre, sans avoir vraiment de rapport avec le personnage, comme par exemple The Dracula Project d'Alan Scott en 1971, qui est en fait un roman de science-fiction sur la guerre bactériologique, et qui n'a absolument rien à voir avec le personnage de Stoker. Ou encore Les Enfants de Dracula de Richard Lotz en 1981, qui met en scène des enfants sauvages vivant comme à Manhattan et qui ne sont pas vraiment des vampires. Parmi les romans qui font vraiment revivre Dracula, certains reprennent purement et simplement l'intrigue du roman de Stoker et la réécrivent en la modifiant, soit pour leur donner une tonalité érotique, sentimentale ou humoristique,